Londres. Planes flying into buildings have filled us with disbelief. Radio Paris est allemand. Manifestation populaire dont aucun incident n'a troublé le calme se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face, cela sera long et difficile. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Mémoire vive, quand l'histoire éclaire le présent. Il est temps de terminer notre série sur les Sévères, et je vous propose donc aujourd'hui de s'intéresser aux deux derniers empereurs de la dynastie, deux personnages peu connus et éclipsés par leurs prédécesseurs, mais qui ont beaucoup divisé leurs contemporains, Héliogabale et Sévère Alexandre. Le premier est un personnage polémique et extravagant qui a inspiré les artistes comme le dramaturge Antonin Artaud, qui en 1934 en fait son double dans Héliogabale ou l'anarchiste couronné, tout un programme. Mais Héliogabale a surtout révulsé les élites conservatrices de son temps, qui ont vu en lui une insulte vivante au mos maiorum, les valeurs traditionnelles de Rome. Les sources sur son règne sont donc très militantes, moralisatrices, vous commencez à avoir l'habitude, et tout ça rend difficile de faire la part du mythe et de la réalité. Les contemporains du règne l'ont dépeint comme un malade mental, pervers et indolent, le négatif de ce que l'on attend d'un empereur. Au IVe siècle, ce sont les défenseurs de la religion dite païenne, c'est-à-dire la religion polythéiste traditionnelle de Rome, qui ont récupéré la figure d'Héliogabale pour la rapprocher de Constantin, le premier empereur chrétien, de manière à le délégitimer dans un contexte de lutte intellectuelle contre la chrétienté, contre la religion chrétienne qui était petit à petit devenue une religion d'État. La dimension subversive de son règne, utilisée pour le délégitimer dans l'Antiquité, a été plus récemment récupérée par le mouvement LGBT par exemple, qui en a fait une icône queer, un porte-étendard de la transidentité, de la bisexualité, surtout dans les années 60-70, à une époque de révolution sexuelle. Bref, s'intéresser à Héliogabale, c'est se confronter à plusieurs couches d'interprétation et d'argumentation, si bien qu'il est difficile de cerner ce personnage dans son historicité. Plus grave, les sources littéraires semblent si obsédées par ses frasques que le destin de l'Empire tout entier semble s'effacer sous son règne. Au contraire, son successeur et cousin, Sévère Alexandre, apparaît à côté de lui un peu fade. On le serait à moins. Entre les deux règnes, la continuité du pouvoir doit en réalité beaucoup à l'action de leur grand-mère, de leur mère, au pluriel, et de leur tante, toujours au pluriel. C'est l'un des aspects importants de cette dynastie, le rôle des princesses syriennes, qui ne s'est jamais autant vu que sous les derniers règnes de la dynastie. Comment les princesses syriennes ont-elles conservé l'héritage dynastique de Septime Sévère? Que révèle la fin de cette dynastie sur l'évolution de l'Empire? Je vous propose d'en venir aux faits. Alors on avait laissé l'Empire dans la confusion, donc un petit rappel. À la mort de Caracalla, en avril 217, ce dernier n'avait pas d'héritier mâle. Il se trouvait en outre en Orient, loin de Rome et du Sénat. Quant à sa mère, l'influente Julia Domna, elle se trouvait à Antioche où elle avait la charge de la correspondance impériale. C'est donc à l'armée qu'est revenue la responsabilité de choisir le nouvel empereur. Le choix se porte sur Macrin, préfet du prétoire de Caracalla, et probablement à l'origine de son assassinat. C'est le début d'un court règne au cours duquel le pauvre Macrin va tenter en vain d'installer sa dynastie. Pourtant, il avait tout fait dans les règles. D'abord, il écrit au Sénat pour le rassurer sur ses intentions. Ensuite, pour se légitimer, surtout aux yeux de l'armée, il se place en héritier des Sévères. Pour ce faire, il fait diviniser Caracalla, ce qui a dû, on sans doute, beaucoup plaire aux sénateurs. Quant à Julia Domna, qui est toujours Augusta, mère et épouse d'empereur, il la traite avec respect, même s'il la met en résidence surveillée à Antioche, où il s'installe lui-même. On n'est jamais trop prudent. Pour assurer sa dynastie, il associe au pouvoir son fils Diaduménien. Dans le même temps, pressé de revenir à Rome pour y asseoir sa légitimité, il conclut rapidement une paix avec les Parthes, après avoir remporté quelques succès contre eux. Mais cette paix est obtenue au prix d'importantes concessions, notamment la rétrocession des biens qui avaient été pillés au cours de la campagne de Caracalla et des quelques opérations militaires menées par Macrin lui-même, ce qui mécontenta l'armée, qui se serait bien vu continuer à ferrailler contre les Parthes afin de pouvoir espérer des gains plus importants. Il va de soi que si Macrin a du mal à faire reconnaître sa légitimité par le Sénat, qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée au pouvoir d'un chevalier de modeste ascendance, il n'emporte pas non plus l'adhésion des princesses syriennes, qui ne voient pas d'un bon œil le pouvoir échapper à la dynastie sévérienne. Autour de Julia Domna, épouse et mère d'empereur, elle se considère comme les dépositaires du caractère héréditaire de la dynastie.
Domna, on l'a dit, est cependant en résidence surveillée à Antioche, où elle mourut d'un cancer du sein ou en se laissant mourir de faim, ou les deux selon les versions. C'est donc sa sœur, Julia Maesa, et ses filles, c'est-à-dire les nièces de Julia Domna, Julia Soemias et Julia Mamaya, qui prennent les choses en main. Elles se rendent à Émèse, berceau de leur famille, d'où elles commencent à intriguer contre Macrin pour remettre sur le trône un empereur de leur sang. Pour cela, il leur faut un candidat valable, qui pourrait surtout plaire à l'armée, véritable détentrice de la légitimité impériale. Julia Maesa, la désormais matriarche des Sévères, décide de faire passer son petit-fils, un certain Varius Avitus Bassianus, pour le fils adultérin de Julia Soemias et de Caracalla. Dans les faits, Varius est le fils de Julia Soemias et de Sextus Avitus Marcellus, un personnage puissant, chevalier devenu sénateur, originaire d'Apamée en Syrie, comme Soemias. Varius est surtout connu sous le nom de la divinité au culte de laquelle il avait été consacré dans sa prime jeunesse, Elagabal, que les Romains transformèrent bientôt en Héliogabal. Il est né vers 204 à Rome, où il passa son enfance jusqu'à une date inconnue à laquelle il fut envoyé à Émèse. Cela relativise donc son côté exotique, surtout si on garde à l'esprit que l'épitaphe de son père a été découverte à Vélétrie, non loin de Rome, où sa famille donc devait posséder des terres. Varius, alias Héliogabal, a donc 13-14 ans au moment où Maesa décide de le placer au centre de sa stratégie de reconquête du pouvoir. Il a à la fois l'âge d'être considéré comme majeur aux yeux de la loi, et donc de pouvoir prétendre à régner, et celui d'être manipulé par sa grand-mère, sa mère et sa tante. Il est parfait, quoi. Reste à convaincre l'armée. Or, à 30 km d'Émèse, à Raphanae, campe la 3e légion gallica que Maesa parvient à convaincre de proclamer Avitus empereur sous le nom de Marcus Aurelius Antoninus, en mai 218. Les liens du sang supposés avec Caracalla, et donc avec la dynastie sévérienne, mais surtout antonine, et probablement l'or des princesses syriennes, suffisent à convaincre la troupe. Maîtresses en coup de com', les princesses syriennes vont pousser le vice jusqu'à le présenter à la Légion dans la tenue de guerre que portait Caracalla. On suppose qu'il devait un peu flotter dedans, mais c'est pas le plus important. Pendant ce temps, Macrin tente de réagir. Il envoie une légion mater l'usurpation, mais elle se rallie aux insurgés. Coup dur. Après plusieurs péripéties dont je vous épargne le détail, Macrin et son fils sont vaincus, tués, décapités, leur tête envoyée à Héliogabal, qui peut désormais faire une entrée triomphale à Antioche, en juin 218. On voit encore, à cette occasion, les faiblesses structurelles du pouvoir impérial, dépendant de sources de légitimité plurielles et concurrentes, parmi lesquelles l'armée joue un rôle de plus en plus important. Nous aurons l'occasion de reparler du rôle des princesses syriennes à d'autres moments au cours de cet épisode. Pour l'heure, intéressons-nous à notre nouvel empereur sévère. Varius Héliogabal, âgé, rappelons-le, de 14 ans, est surtout le grand prêtre héréditaire d'une divinité solaire, appelée Elagabal, dont sa famille possède le monopole de l'exercice depuis le règne d'Auguste. Son initiation avait commencé dès l'enfance, vers ses 5 ans, et il fut finalement promu grand prêtre à ses 13 ans. Elagabal est une divinité solaire adorée depuis plusieurs siècles à Émèse, mais aussi dans plusieurs provinces de l'Empire, jusqu'à Rome, où le soleil est vénéré sous le nom de Sol Invictus, le soleil invaincu. Son nom signifie le dieu de la montagne, en arabe, El-Gabala, évoquant le soleil qui, émergeant le matin au sommet d'une montagne, semblait en naître et en renaître. C'est un culte solaire comme il en existe plusieurs dans les provinces orientales, comme à Palmyre par exemple, une cité qui par pas mal d'aspects est assez proche d'Émèse, nous y reviendrons. Ces religions locales vénèrent des divinités anciennes assimilées au soleil, adorées dans la plupart des panthéons antiques. Il est parfois assimilé au Sol Invictus romain, nous l'avons dit, ou à Hélios dans le monde grec. C'est la raison pour laquelle les Romains ont parfois appelé Varius Héliogabal, un jeu de mots entre El, le dieu en arabe, et Hélios, le soleil, puisque Elagabal était un dieu solaire. Bref. À Émèse, comme dans d'autres cités orientales, la divinité solaire est censée s'être incarnée dans une grosse météorite noire, de forme conique, aussi appelée Béthil. Là encore, l'étymologie est arabe. Beth El, signifiant la demeure du dieu. On peut le comparer, même si les religions sont très différentes, avec la pierre noire incrustée dans la Kaaba à la Mecque, où se termine le pèlerinage dans la religion musulmane. Le Béthil est une image du soleil d'origine divine. Les aspérités de la pierre sont interprétées comme des symboles des astres. Revêtu d'une étoffe de soie, il était entreposé dans la partie la plus sacrée du temple de la cité d'Émèse. Le grand prêtre effectuait les rituels quotidiens sur le parvis du temple, un genre de grande terrasse. Ces rites
consiste en des danses à la limite de la transe, accompagnées de musique, de sacrifices d'animaux, mais aussi d'orgies sexuelles où officient des prostituées sacrées, hommes et femmes. Ce culte, aux airs exotiques aux yeux des Romains, n'est pourtant pas confiné à cette cité des marges de l'Empire. Cité caravanière où passent les routes commerciales acheminant les marchandises en provenance d'Extrême-Orient, Émèse était fréquentée par de nombreux voyageurs et marchands qui ont diffusé son culte. Aussi, le temple d'Élagabal était fréquenté par des pèlerins de tout l'Orient et aussi par les soldats de la 3e légion gallica, dont les soldats avaient pu voir Héliogabal officier en tant que grand prêtre. L'une des principales sources littéraires de l'époque, Hérodien, écrit. Il était dans la fleur de son adolescence et dépassait en beauté tous les jeunes gens de son âge. Et comme sa personne rassemblait la beauté physique, la fleur de l'adolescence et le luxe vestimentaire, on eût pu comparer ce jeune homme à telle ou telle belle statue de Dionysos. Quand il accomplissait les rites sacrés et que, selon l'usage des barbares, il dansait autour des autels au son des hautbois, des flûtes et toutes sortes d'instruments, les soldats l'observaient avec plus d'attention que tous les autres spectateurs, car à sa beauté qui attirait tous les regards, il joignait une origine impériale. Bon, c'est un peu chelou parce qu'il faut se rappeler que Avitus est mineur, mais bon, passons. Ces rites journaliers étaient avant son avènement toute la vie d'Héliogabal. Sans doute est-ce en partie resté toute sa vie, y compris pendant son règne. Ce qui explique, en grande partie, l'image qui nous reste de lui. Pourtant, il fallut bien qu'Héliogabal, désormais maître de Rome, se rende dans la capitale de son empire. En juillet 218, après une série d'épurations dans l'armée et l'administration provinciale en Orient, il prit la route en direction de la ville éternelle, avec sous le bras sa grand-mère, sa tante, sa mère et son Béthil. Dès les premières étapes de ce voyage, les tensions entre les princesses syriennes et le fantasque empereur se firent sentir. Certes, Maësa et ses filles entendaient contrôler le jeune homme. Ce dernier, toutefois, avait bien conscience d'être investi de pouvoir sans limite, et comptait bien s'en servir. Ainsi, alors que la cour hivernait à Nicomédie, en actuelle Turquie, il fit exécuter Ganis, l'un de ses proches, qu'il considérait comme son père nourricier, parce qu'il l'avait invité à faire preuve de plus de modération dans son comportement. Tout un programme. On l'a dit, le jeune empereur et sa cour ne cheminent pas seuls vers la ville éternelle. Ils emmènent dans leur bagage le Béthil d'Émèse pour lequel Héliogabal a des projets. Ces projets, qui constituent presque sa seule politique au cours de son bref règne, sont difficiles à saisir, notamment du fait des sources partisanes qui l'ont dépeint comme une gigantesque foire à la saucisse. Si, je vous assure, attendez de voir. Il semble qu'Héliogabal ait cherché à faire d'Élagabal la première divinité de l'Empire. Tout le long de son trajet jusqu'à Rome, il lui érige des sanctuaires, effectue les rituels du culte à chaque halte, si bien que Rome n'est atteinte qu'en septembre 219. L'entrée dans la ville, au cours de laquelle l'empereur parade au devant du Béthil, posé dans un char tiré par des chevaux, déconcerte. Pour autant, la plèbe romaine accueille chaleureusement son empereur, bien encouragé en cela par les cadeaux en argent et en nourriture, qu'on appelle des congières, accordés par l'empereur pour fêter son adventus, son entrée dans la ville éternelle. Hérodien écrit. Le char était attelé de 6 chevaux blancs, très puissants et immaculés, parés d'une quantité d'or abondante. Mais jamais personne n'en tenait les rênes, ni ne montait sur le char. On restait à proximité de ce dernier comme si le conducteur était le dieu lui-même. Héliogabal, lui, courait à reculons devant le char en regardant vers le dieu et en tenant en main la bride des chevaux. Il courait ainsi en arrière en fixant le devant de la statue divine durant le trajet. Pour éviter qu'il ne fît un faux pas ou ne glissât, faute de voir où il marchait, le sol était tout entier jonché de poudre d'or, et de chaque côté, ses gardes le protégeaient de leurs boucliers pour assurer sa sécurité pendant qu'il courait de la sorte. Le peuple l'accompagnait au pas de course, de part et d'autre, avec toutes sortes de flambeaux, et jetait sur lui des couronnes de fleurs. Désormais à Rome, Héliogabal ne renonce pas à sa fonction de grand prêtre de la divinité, dont il estime être l'image visible sur terre, ou l'incarnation, si vous préférez. Dans les faits, le pouvoir est laissé entre les mains de sa grand-mère et de sa mère. Ces dernières s'imposent au Sénat, assemblée masculine, qui ne voit pas d'un bon œil cette nouvelle entorse aux traditions. Maësa et Soémias reçurent le titre d'Augusta. Quant à sa tante, Maméia, elle obtient le titre de mère des camps et mère du Sénat, que Julia Domna avait déjà porté. Sans doute sont-elles la raison pour laquelle l'administration impériale ne semble pas avoir connu de rupture particulière au cours de ce règne déjanté. En gros, elles tiennent la baraque. Car Héliogabal se jette à corps perdu dans sa politique religieuse.
Il érige sur le Palatin un temple à son Béthil, l'Elagabalum. Il y fait transporter les reliques sacrées les plus anciennes et les plus archaïques et donc les plus vénérées de Rome, par exemple le Palladium, une effigie de la déesse Athéna que l'ancêtre mythique des fondateurs de Rome, le Troyen aîné, aurait emporté dans sa fuite lors de la chute de Troie. On peut interpréter ce geste comme la volonté d'unir les divinités du panthéon gréco-romain au sein d'un seul culte solaire syncrétique. Pour mémoire, un syncrétisme, c'est l'influence réciproque de plusieurs religions ou de plusieurs cultures. Elagabal devait supplanter jusqu'à Jupiter dans son rôle de souverain des cieux. Une fois par an, le Béthil était promené en procession sur un char tiré par des chevaux, comme lors de son entrée à Rome. L'empereur, dans son costume sacerdotal, marchait en tête de cortège, tirant les chevaux par la bride, toujours à reculons pour ne jamais quitter la divinité des yeux. Le Béthil était suivi dans la procession par les statues des autres dieux romains, mais désormais en tant que serviteur du Sol Invictus Elagabal. On voit au passage qu'Héliogabal n'est pas un précurseur du christianisme. Sa dévotion se voulait syncrétique et non pas exclusive. Il soumettait les autres dieux à son propre dieu, mais n'estimait pas que seul son dieu existait. Les sénateurs et les chevaliers étaient tenus d'assister à ces processions. Je vous dirais bien d'imaginer la tête de Dion Cassius, mais ce dernier était absent lors du règne d'Héliogabal, de même qu'Hérodien d'ailleurs. Certains, cependant, moins conservateurs ou plus opportunistes, participent au rituel. Arrivé à un second sanctuaire en périphérie de Rome, la résidence d'été de la divinité, aussi appelée le palais cessorien, on célébrait les rites et les sacrifices. La fête se terminait par des courses de chars, des représentations théâtrales, le palais cessorien étant doté d'un amphithéâtre, et des distributions de congières au peuple. Non content de soumettre tout le panthéon romain à Elagabal, l'empereur jouait les marieurs divins. Il décida en effet d'organiser l'union du dieu solaire avec le Palladium, une effigie en bois d'Athéna, souvenez-vous, conservée au temple de Vesta. Ajouté à son propre mariage avec une Vestale, cette politique scandalise et le contraint à répudier sa deuxième épouse et à rendre le Palladium au temple de Vesta, et à remarier son Béthil avec Tanit, une divinité lunaire de Carthage. Tout cela, on peut le comprendre, a profondément heurté les sensibilités des élites romaines, dont les membres sont ceux qui nous racontent cette histoire. Il faut cependant nuancer l'aspect révolutionnaire de la politique religieuse d'Héliogabal. Depuis des siècles déjà, les cultes les plus exotiques avaient droit de cité partout dans l'Empire, à quelques rares exceptions. Les Romains sont en outre parfaitement tolérants envers tous les cultes du moment qu'ils ne troublaient pas l'ordre public, comme ces chrétiens qui refusent de sacrifier aux dieux et de participer au culte impérial, raison pour laquelle ils ont été l'objet de persécutions. Plusieurs cultes orientaux étaient présents à Rome, et ce bien avant la dynastie sévérienne. Certains étaient déjà bien barrés d'ailleurs. On pense par exemple au culte de Cybèle, la déesse mère, elle aussi incarnée par un Béthil que les Romains avaient fait venir de Phrygie, en Turquie actuelle, au cours de la Deuxième Guerre punique, en 218-202 avant Jésus-Christ. Le clergé de Cybèle, appelé les Galles, pratiquait tous les 24 mars un rituel d'autocastraction publique lors de fêtes à la mémoire d'Attis, qui selon la légende aurait été l'amant de la déesse. Par ailleurs, le syncrétisme autour d'une divinité solaire n'est pas une nouveauté complète. L'idée est à la mode dans l'Empire. Les pratiques tendent vers l'amalgame des dieux multiples dans une sorte de divinité unique dont ils n'étaient que les formes particulières. Tout cela était donc dans l'air du temps. Cette tendance est encouragée par le pouvoir impérial, qui gagne à renforcer l'aura divine de l'empereur, de plus en plus vue comme l'émanation d'une divinité transcendante et universelle. On a déjà vu que Caracalla portait le titre de Rector Orbis, par exemple, qu'il assimilait au soleil. Sol Invictus, on l'a dit, était déjà très populaire à Rome. Or, le soleil est une divinité qui se prête bien au syncrétisme par son universalité et aussi parce qu'il est particulièrement visible. Dans le domaine spirituel et intellectuel, si l'on met de côté les frasques d'Héliogabal, la dynastie sévérienne innove moins qu'elle n'accompagne des tendances profondes. Ainsi, si on en revient à nos princesses syriennes par exemple, eh bien elles ont contribué à renforcer certaines de ces tendances. Toutes étaient des femmes très cultivées, à commencer par Julia Domna, qui entretenait du temps du règne de son mari, Septime Sévère, un cercle d'intellectuels à la cour. Domna, sa sœur et ses nièces ont favorisé les cultes orientaux et ont renforcé la sensibilité de ce temps à la magie et aux prodiges. En effet, les temps se faisant de plus en plus incertains depuis le règne de Marc Aurèle et surtout le règne de Commode, de plus en plus de gens étaient en quête d'un supplément d'âme, qu'ils ne trouvaient pas dans les cultes civiques traditionnels, un petit peu austères, un petit peu secs, qui n'offraient aucune réponse sur le devenir de l'âme, le destin individuel, le salut si vous préférez. Bref, les religions traditionnelles ne répondaient pas aux questions existentielles des individus. Sous l'influence de Julia Domna donc, et de ses successeurs,
La cour a vu passer des philosophes, comme Philostrate de Samos, à qui l'impératrice avait commandé une biographie d'Apollonius de Tyane, un philosophe pythagoricien de l'époque de Néron, à qui la tradition attribuait des miracles. Un personnage mal connu, entre le mage et le charlatan, mais dont Philostrate donne une image d'un sage au cœur pur, que certains ont vu comme un concurrent de la figure du Christ. Notons d'ailleurs que, lors de son retour à Rome, Héliogabale avait fait une halte à Tyane, où il avait rendu hommage à Apollonius, à qui Caracalla, son père, avec des guillemets bien baveuses, avait érigé un sanctuaire. À cela s'ajoute l'influence persistante de la pensée stoïcienne chez les philosophes ou les érudits, comme Diogène Laërce, et les juristes de la cour, syriens pour la plupart, comme Papinien, Paul ou Ulpien. Cette pensée qui avait pour idéal, je vous le rappelle, l'idée d'une cité commune avec une dignité égale pour tous les hommes, la cosmopolis. Dans le même temps, l'époque est au mysticisme, d'où la popularité de la divination, ce qui nous donne l'impression d'être une époque particulièrement superstitieuse. Septime Sévère et Caracalla prenaient ces choses au sérieux. On avait vu que Septime Sévère avait épousé Julia Domna sur les recommandations de son devin personnel. Preuve que les astres étaient alignés, cette dernière aurait reçu un oracle selon lequel elle serait l'épouse d'un roi. Arrivé au pouvoir, Septime Sévère avait fait construire le Septisonium, un sanctuaire dédié aux 7 astres majeurs, Soleil, Lune et les 5 planètes connues des anciens. Dion Cassius, dont les présages sont d'ailleurs omniprésents dans son histoire romaine, affirme que Caracalla avait livré au supplice un gouverneur qui avait consulté l'oracle d'Hercule à Gadès, l'actuel Cadix, en Andalousie. C'est que lire l'avenir est politiquement très dangereux pour le pouvoir, la connaissance de l'avenir pouvant servir à renverser l'empereur en exercice. Cette popularité des horoscopes et des oracles est également instrumentalisée par le pouvoir impérial. Ainsi, Septime Sévère utilisait son propre horoscope pour affirmer que son accession à l'Empire était inscrite dans les astres et qu'elle était donc la volonté des dieux. Avant d'affronter Macrin, Héliogabale lui-même invoqua l'oracle du Soleil Élagabale, qui lui garantissait le succès. Cette digression qui peut paraître un petit peu barrée, mais en même temps le sujet s'y prête, pour vous montrer qu'en fait, le contexte intellectuel et spirituel de l'époque rend le comportement d'Héliogabale, certes en décalage avec la norme, mais dans le même temps, dans une certaine mesure, assez représentatif de son temps. Reste qu'un empire ne se nourrit pas que du divin. Or, Héliogabale semble ne s'être pas particulièrement intéressé aux nécessités politiques de son rôle d'empereur, à commencer par l'enjeu de la succession. Il répudie sa première épouse, Julia Cornelia Paola, un an après leur mariage. Il l'avait épousée peu après son arrivée à Rome, car, selon les historiens de l'époque, elle aurait eu une tache sur le corps. C'était pourtant un parti intéressant, car elle était issue d'une famille très prestigieuse, celle des Scipions et des Gracques de l'époque républicaine, bref, c'était un petit peu ce qui se faisait de mieux, tout en ayant en plus une ascendance syrienne, puisqu'elle était la fille de Julius Paulus, dit Paul, grand juriste, déjà évoqué. Il décide ensuite d'épouser une Vestale, Julia Aquilia Severa, dans le but d'engendrer des enfants divins. Cette union, perçue comme sacrilège, les Vestales devant rester vierges pendant les 30 ans de leur sacerdoce, n'a pas duré non plus. Il prit une troisième épouse, de 20 ans son aînée, Agna Aurelia Faustina, riche héritière apparentée à Marc Aurèle, sans plus de succès en termes d'héritier. Toutes reçurent le titre d'Augusta. Cependant, cette inconstance impériale, l'absence d'héritier plus toutes les frasques de l'empereur, comme la promotion de ses amants masculins Zotikos et Héroclès, commençaient à faire mauvais genre. Il faut donc que Maësa reprenne les choses en main. En juin 221, elle parvient à convaincre Héliogabale d'adopter son cousin, le fils de Julia Mameia, et de l'associer au pouvoir comme César. Ce cousin est un certain Alexianus, désormais connu sous le nom de Sévère Alexandre, mais vous l'avez deviné, il s'appelle en fait Marc Aurèle Alexandre, Marcus Aurelius Alexander, que les princesses syriennes firent passer, lui aussi, pour un fils adultérin de Caracalla. Bon, on n'en était plus à un écart moral près, de toute façon. Il avait en outre reçu une éducation romaine traditionnelle irréprochable et plaisait donc beaucoup au Sénat, ce qui était donc une option assez intéressante pour Julia Maësa. Cela n'empêche pas Héliogabale de poursuivre son règne avec son style extravagant qui choque l'aristocratie sénatoriale et une partie de l'opinion. Original dans sa piété, il se distinguait aussi par ses mœurs, et ce jusque dans son vêtement. En effet, il a toujours refusé de quitter sa tenue de grand prêtre faite d'une tunique de soie pourpre brodée d'or au profit de la toge, le vêtement romain traditionnel. Il portait également force bijoux et maquillage.
Ainsi, son apparence apparaissait comme étrangère et efféminée aux Romains. Le port d'un costume en soie était un signe, pour les Romains, du luxe ostentatoire, mal vu par le mos maiorum romain, prônant une certaine austérité, surtout en public. La soie pure, portée par Élagabal, est ici à opposer à la laine de la toge traditionnelle romaine, que les magistrats devaient porter lorsqu'ils effectuaient leur mandat et lors des occasions officielles. De plus, son vêtement aurait été à manches longues, et lui serait tombé jusqu'aux jambes, ce que les auteurs romains ont tendance à considérer comme efféminé, cacher ses bras et ses jambes, ne convenant qu'aux femmes. Quant au maquillage, il est à Rome l'apanage des femmes, et pas de n'importe quelle femme, plus particulièrement des prostituées. Bref, la tenue de l'empereur trahissait un goût du luxe et un défaut de virilité malvenu pour un empereur. Dévirilisé, Élagabal n'est plus apte à exercer le pouvoir, cela achève de ruiner sa légitimité déjà chancelante. Les historiens antiques, témoins de son règne, reflètent en partie l'opinion du Sénat sur cet empereur androgyne. Dion Cassius l'affuble de plusieurs surnoms infamants, notamment Sardanapale, un souverain assyrien semi-mythique qui, dans la littérature antique, était l'archétype du prince efféminé et décadent. Des rumeurs, dont les sources écrites se font complaisamment l'écho, font l'état d'orgies homosexuelles, même de sacrifices d'enfants. Mais il ne faut sans doute pas prêter trop de crédit à ces histoires. Cependant, les débauches de l'empereur sont admises par les historiens contemporains, comme Robert Turcan, son principal biographe. Le problème est donc de savoir où l'on met la limite entre les faits et les outrances des historiens moralistes de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir? Il est probable qu'il s'habillait en femme au point de demander, selon Hérodien, à être castré pour ressembler à une femme. Il aurait d'ailleurs au passage imposé la même opération à de jeunes esclaves mâles afin de leur conserver des traits féminins, sans donc leur demander leur avis puisque c'était des esclaves, ce qui au passage nuance son image d'icône posthume de la libération sexuelle. Dion Cassius affirme qu'il avait pour habitude, dans son palais, de racoler les passants à la manière des prostituées, s'épiler le corps, apprécier la compagnie des prostituées de tout sexe. Il aurait également, lors d'une représentation théâtrale, incarné la déesse Aphrodite lors d'un épisode mythologique appelé le Jugement de Paris, Paris auquel il aurait offert son auguste croupe. Il est certain que la plupart de ces comportements, étalés sans cohérence et avec dégoût par les auteurs romains antiques, s'expliquent en réalité par le culte d'Élagabal. Les rites de ce culte avaient une dimension sexuelle, on l'a déjà dit. Héliogabal, en tant que grand prêtre de ce culte, semble s'être livré à des ébats avec des prostituées des deux sexes ou avec ses favoris, Zotikos et Héroclès. La prostitution sacrée, c'est-à-dire des relations tarifées dans un cadre cultuel, est une pratique ancienne, souvent pratiquée dans les religions orientales. Cela peut expliquer au moins en partie la proximité de l'empereur avec les prostituées, ce qui renforce son manque de modération aux yeux des élites romaines. De même, ce n'est pas tant la pratique de l'homosexualité qui choquait les Romains que le fait pour l'empereur de s'y adonner, non seulement en public, mais aussi dans un rôle passif. Là encore, le problème est qu'il s'écarte des normes de virilité traditionnelles de Rome. Pour les historiens Jean-Michel Carrier et Aline Roussel, le regard horrifié porté par les historiens romains sur les mœurs du jeune empereur témoigne d'abord d'une incompréhension des sources culturelles de ces pratiques. Par exemple, l'épilation faisait partie des pratiques liées au culte de Cybèle, un culte assez proche de celui d'Élagabal, nous l'avons dit, au point qu'on trouvait des barbiers dans les sanctuaires de la déesse. De même, le travestissement n'était pas non plus une nouveauté. On a même des traces de Romains, bon chic, bon genre, qui avaient ces pratiques, et ce jusque dans des textes juridiques comme le digeste par exemple. En revanche, toujours la même chose, on pouvait le faire dans le privé, mais il était mal vu de s'y adonner en public, a fortiori quand on était le maître du monde. Dans le même temps, plusieurs cultes orientaux intégraient la sexualité à leurs pratiques, ce qui n'était pas le cas des cultes grecs et romains. En tout cas, pas dans la même mesure. Quant à l'autocastration, on l'a vu, elle était pratiquée par les prêtres de Cybèle, y compris à Rome et même depuis longtemps. Mais là aussi, ces pratiques étaient jusque-là cantonnées à des groupes non citoyens, et donc, dans une certaine mesure, ne concernaient pas particulièrement les élites romaines. Aussi, pour Carrier et Roussel, la nouveauté qui a choqué les Romains de l'époque, c'était la confusion des genres entre religion et sexualité. Bref, si la popularité de l'empereur est chancelante, tant auprès de l'armée que du Sénat, les princesses syriennes tiennent toujours la baraque, d'autant que désormais, Sévère Alexandre, certes de 4 ans plus jeune qu'Héliogabal, bénéficie d'une belle popularité tant auprès de l'armée que du Sénat, et constituait donc une roue de secours de choix. Or, Héliogabal commençait à se sentir menacé par son encombrant César, qu'il avait tenté en vain d'initier à son culte. Il finit par chercher à s'en débarrasser. Deux clans se forment à la cour, un petit peu dans le même genre que ce qu'on avait vu pour Caracalla et Geta, et donc autour de chaque princesse syrienne et de leurs fils respectifs. Les prétoriens, penchant plutôt pour Sévère Alexandre, et sans doute en cela encouragés par Julia Maesa, se révoltèrent en mars 222 et assassinèrent Héliogabal et sa mère, ainsi que plusieurs de ses favoris. Leurs corps, outragés post-mortem,
furent ensuite jetés dans le Tibre, et le Sénat prononça leur damnatio memoriae. Malgré les récriminations de Dion Cassius et d'Hérodien, et plus tard de l'histoire Auguste, il semblerait que l'Empire n'ait pas trop pâti de ce règne étrange. L'administration impériale se distingua au contraire par sa continuité, aucune guerre ne fut relevée sous son règne. La réputation de l'empereur doit donc davantage à ce qu'il a choqué les élites sénatoriales conservatrices, à ce qu'il a changé pour les 99% des habitants de l'Empire. Ainsi, on chercherait bien en vain à charger Héliogabale du début de la décadence de l'Empire, le règne de son successeur s'annonçant en réalité sous les meilleurs auspices. Suite à l'intermède violent à laquelle la dynastie nous a habitués, il ne reste au pouvoir que Sévère Alexandre, drivé par sa grand-mère et sa mère Julia Mamaia, désormais Augusta. Son règne est difficile à cerner pour les mêmes raisons que le précédent. Les historiens l'ont en réalité dépeint comme le parfait contraire de son cousin, respectueux du Mos Maiorum, éduqué, on dit qu'il avait même potassé la République de Platon et plusieurs textes de Cicéron. D'ailleurs, sa dévotion, pour saint critique qu'elle était, esprit du temps oblige, demeurait, elle, respectueuse des traditions. On dit même qu'il aurait vénéré au milieu d'autres divinités du panthéon antique Abraham et Jésus, ce qui est peu probable en réalité, même si les chrétiens ne furent en effet pas persécutés sous son règne, sa mère ayant de bons rapports avec certains intellectuels chrétiens comme Origène. On assiste donc à un semblant de remise en ordre. Élagabal et son Béthyle furent renvoyés à Émèse, l'Élagabalum consacré à Jupiter, et toutes les statues des divinités furent rendues à leur sanctuaire. Le conseil impérial fut rétabli, et des juristes de renom, comme Ulpien ou Paul, ainsi que des sénateurs y firent leur retour. On pourrait se demander d'ailleurs s'ils étaient jamais partis. On sait par exemple qu'Ulpien avait été exilé pendant une partie du règne d'Héliogabale, mais pour les autres jurys, c'est difficile à dire. Bref, ce règne, stable en apparence, connaît cependant quelques troubles. Ulpien, devenu préfet du prétoire après une carrière juridique prolifique, se retrouve au centre d'intrigues difficiles à démêler. Peu après des émeutes opposant la plèbe romaine aux prétoriens, qu'il est censé commander, il fut finalement assassiné par ces derniers avant la fin de l'année 223. C'est au cours de ces mêmes années 223-224 que Julia Maesa mourut et fut divinisée. Ce sont deux piliers de la dynastie qui s'en vont. Julia Mamaia demeura désormais la dernière princesse syrienne. Elle conserva une forte influence sur son fils et le fit épouser en 225 la fille d'un sénateur influent. On perd pas le nord, il faut conserver la dynastie sévérienne et donc lui donner des héritiers. Cette jeune femme, appelée Orbiana, avait pour père un certain Lucius Seius, un bon parti, qui fut d'ailleurs nommé César. Mais le mariage resta sans enfant. Dans le même temps, sans que l'on sache très bien pourquoi, Seius fut mise à mort et Orbiana exilée en Afrique, dont elle était probablement originaire, en 227-228. On retrouve ici les luttes d'influence constantes au sein de la famille impériale. Peut-être Lucius Seius a-t-il été trop ambitieux. Peut-être aussi que Mamaia s'est senti menacée par Orbiana, on ne saura probablement jamais. Cependant, au-delà de ces difficultés dynastiques, le règne de Sévère Alexandre fut normal. On peut le constater grâce aux textes conservés dans le Digeste et dans les inscriptions qu'il régna avec sérieux. Dans le domaine de l'urbanisme, par exemple, plusieurs restaurations et constructions destinées à la plèbe de Rome sont relevées au cours de ce règne. Théâtre, stade, amphithéâtre, aqueduc, thermes, etc. Ce sont les dernières avant au moins un demi-siècle, c'est donc notable. Entre 227 et 231, les monnaies émises par les ateliers impériaux, vectrices de la propagande impériale, portent des légendes en rapport avec la prospérité et le bonheur. Bref, là encore, aucun signe de décadence. Les problèmes de taille vinrent en réalité de l'extérieur. En effet, des changements profonds se préparaient en Orient. En 228, la dynastie parthe des Arsacides est renversée au profit d'une nouvelle dynastie, elle aussi originaire d'Iran, la dynastie perse sassanide, quand Ardashir, le fils de Sassan, qui avait donné son nom à la dynastie, vint à bout d'Artaban. Cette nouvelle dynastie, plus offensive et fanatisée par une nouvelle religion, le zoroastrisme, avait pour ambition de chasser les Romains d'Orient, et elle devient pour longtemps un sérieux problème pour Rome. En effet, les Sassanides partageaient leur origine iranienne avec les Parthes arsacides, mais rejetaient leur philhellénisme, c'est-à-dire leur ouverture sur la culture grecque et romaine, et revendiquaient le retour à la grande époque des Achéménides, dont ils voulaient restaurer l'empire dans ses anciennes frontières. Les Achéménides, c'était la dynastie perse,
qui avait constitué l'Empire, qui avait affronté les cités grecques au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. En gros, de la bataille de Marathon à la victoire d'Alexandre le Grand contre Darius III. Je ferme la parenthèse. En 231, donc, Sévère Alexandre dut se rendre en Orient, où les Perses sassanides avaient envahi la Mésopotamie l'année précédente. La campagne eut lieu en 232 et l'empereur rentra en 233 en Italie sans avoir remporté de succès éclatant. La Mésopotamie cependant restait romaine et l'Arménie restait sous influence, mais l'armée était mécontente de l'empereur, rappelée d'urgence en Occident par une nouvelle poussée germanique. Dans la foulée, il fallut aussi redévaluer le denier pour faire face aux difficultés financières posées par la défense de l'Empire. Pourtant, à sa mort, les conquêtes de Septime Sévère sont toujours romaines. En revanche, en 233, les frontières rhénanes et danubiennes, en paix depuis Caracalla, c'est-à-dire depuis 20 ans, virent les barbares s'agiter. Alamans sur le Rhin, Yazig, Carpe et Dace sur le Danube poussèrent jusqu'à mener des raids dans l'intérieur des provinces. Le camp d'Argentorate, l'actuel Strasbourg et bien d'autres tombèrent aux mains des barbares. Au printemps 234, Sévère Alexandre parvint cependant à les repousser depuis Mayence, reprenant tous les camps occupés par les barbares, et il parvint même jusqu'à pénétrer au-delà du Limès. Il ne chercha pas cependant à en tirer parti et passa une paix accompagnée, vous le voyez venir, de versements d'argent qui mécontentèrent la troupe. Cette attitude mécontenta donc une partie de l'armée qui se mutina, et le 18 mars 235, Sévère Alexandre et sa mère furent tués, et l'armée proclama un nouvel empereur, étranger aux Sévères, Maximin dit le Thrace. C'est la fin de la dynastie des Sévères. La dynastie sévérienne était désormais éteinte dans sa branche masculine, et l'Empire s'apprêtait à connaître une période de crise, bien que personne n'en ait eu conscience. Après 40 ans de dynastie sévérienne, l'Empire, bien que confronté à des difficultés, n'était en rien diminué. En revanche, la dynastie a dû faire face à des problèmes nouveaux, qui marquent durablement le destin de l'Empire pour les 2 siècles à venir. Parmi ces problèmes, on peut noter d'une part le déplacement des centres de gravité de l'Empire. Rome reste une capitale, mais les élites sont de plus en plus provincialisées, à commencer par les élites sénatoriales. L'armée n'échappe pas à la règle, mais ce que Marcel Leglay appelle l'axe vital de l'Empire ne passe plus par l'Italie. Les provinces danubiennes fournissent déjà les contingents les plus importants de l'armée romaine, et les points chauds se situent désormais en Germanie et en Orient, dont les provinces vont focaliser l'attention des empereurs pendant tout le siècle suivant. Autre problème, d'autre part, le renforcement de l'influence de l'armée dans l'État romain. Une armée de plus en plus consciente de son pouvoir et de son importance, et toujours prête à suivre un chef victorieux qui lui promettrait les fruits de la victoire. Autre problème, les pressions aux frontières, souvent simultanées, imposaient des mesures d'austérité, notamment fiscales, toujours impopulaires. Chaque règne de la dynastie a donc vu se prendre des mesures alourdissant le poids des impôts. On voit déjà donc se dessiner les grands traits de ce que les historiens appelleront par la suite la crise du IIIe siècle. Il ne faut pourtant pas pécher par téléologie. À la mort de Sévère Alexandre s'ouvre une crise de succession, mais l'Empire en avait vu d'autres, et peu l'imaginent basculer dans le chaos. On l'a vu, le bilan militaire est loin d'être désastreux. Sévère Alexandre laisse un empire intact malgré les alertes de son règne. Le règne de Septime Sévère et de Caracalla avait d'ailleurs permis de renforcer le limès impérial. Économiquement, la dévaluation régulière du denier d'argent sous les Sévères ne fait que prolonger une tendance qui avait commencé en réalité sous les Antonins. Le denier romain, composé à 95% d'argent sous Auguste, n'était déjà plus composé que de 65% d'argent sous Commode. Les dépréciations effectuées sous les Sévères ne sont donc pas entièrement responsables de la crise économique que connut l'Empire au IIIe siècle. Politiquement, les Sévères ont contribué à renforcer la centralisation de l'Empire dans la lignée des Julio-Claudiens, des Flaviens et des Antonins. Ils ont développé de nouveaux outils bureaucratiques et juridiques pour l'État romain. Ce fut certes l'œuvre de leurs juristes, mais l'édit de Caracalla, pour peu révolutionnaire qu'il ait été, a joué tout de même un rôle dans l'unification politique et culturelle de l'Empire ainsi que dans sa cohésion. On peut donc difficilement parler de la dynastie sévérienne comme d'un début de la fin ou d'un âge de fer qui aurait, selon Dion Cassius, commencé avec Commode. En revanche, elle marque un moment critique de l'histoire de l'Empire, car elle dut faire face à des défis et des mutations qui ne s'étaient pas encore posés avec cette intensité aux empereurs précédents.
C'est la fin de cet épisode de Mémoire vive, c'est aussi la fin de cette série sur les Sévères. J'espère qu'elle vous aura aidé à découvrir cette dynastie méconnue du grand public et qu'elle vous aura aidé également à en apprendre un peu plus sur l'Empire romain, c'était son but en tout cas. Peut-être aussi qu'elle vous aidera à vous la péter quand vous irez voir Gladiator 2 avec vos amis. C'est un peu moins avouable comme objectif, mais pourquoi pas. Je vous dis donc à très vite pour aborder un autre sujet et sans doute également une autre époque pour varier un petit peu, pas rester que dans l'Antiquité, même si vous l'avez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur. Likez, partagez, abonnez-vous sur votre application de podcast favorite, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, vous commencez à connaître la musique. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire se conjugue au présent.